Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. L'OCLEI, Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, vient de remettre son rapport annuel 2023 au président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Sur 27 investigations menées l'année dernière, 6 dossiers ont été transmis à la justice. Le président de l'OCLEI déplore aussi la baisse du nombre de déclarations de biens à la Cour suprême, des documents que l'Office exploite dans ses investigations. La délégation de la Fédération de Russie, conduite par son vice-premier ministre, a été reçue hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Au centre des débats, la coopération bilatérale avec plusieurs offres dans le domaine de la défense, de l'électricité, de l'exploitation des mines, de l'enseignement, des sciences et du numérique, entre autres. En sport, avec Isaac Chinou, nous parlerons d'athlétisme, mais aussi de football avec le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. La Tunisie renonce à sa participation. La chronique du développement avec Soumela Berthier s'intéresse aujourd'hui à la problématique de l'agriculture biologique au Mali, comment promouvoir l'agroécologie et l'avantage de l'agriculture biologique dans nos assiettes. C'est en fin de journal. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a remis ce matin son rapport annuel 2023 au président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Selon son président, Dr Moumini Guindo, l'OCLEI a mené l'année dernière 27 investigations à l'issue desquelles 6 dossiers ont été transmis à la justice. Les 6 agents incriminés doivent justifier la provenance d'1,879 milliard de francs CFA qu'ils ont utilisés à travers leurs comptes bancaires alors que leurs revenus cumulés s'élèvent à 335 millions. Le président de l'OCLEI déplore aussi la baisse du nombre des déclarations de biens à la Cour suprême, des documents que l'Office exploite dans ses investigations. Le président de la transition affirme avoir pris bonne note de cette préoccupation et des autres doléances présentées par le président de l'OCLEI, notamment la relecture des textes régissant l'OCLEI, le renforcement de ses capacités et moyens logistiques et la construction d'un siège. Le général d'armée Assimi Goïta félicite d'abord la direction et le personnel de l'OCLEI pour le travail abattu. Il est au micro de Siaka Konati. Cette cérémonie est une occasion privilégiée pour réaffirmer devant le peuple malien l'engagement ferme de la transition à lutter résolument contre l'enrichissement illicite et toutes les formes de délinquance économique et financière qui minent notre pays. Cette détermination figure en bonne place dans les programmes d'action du gouvernement, dont le socle est la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, le détournement des biens publics et surtout l'impunité qui constitue le terreau fertile pour la propagation de ces vices. Monsieur le Président de l'OCLEI, pour assurer davantage de justice et d'équité dans notre pays, l'OCLEI doit maintenir sa détermination dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste à mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte contre l'enrichissement illicite. J'insiste particulièrement sur la nécessité d'intensifier les actions de sensibilisation afin de prévenir l'acquisition des biens illicites. Mesdames et Messieurs, relever les défis de la bonne gouvernance passe forcément par la modernisation de notre administration. La digitalisation de celle-ci, ainsi que des moyens de paiement à son sein, témoignent de notre engagement à indiquer le phénomène de corruption et d'enrichissement illicite. La numérisation des services publics est aujourd'hui synonyme de simplification des procédures et des prestations de l'État au bénéfice des citoyens, mais aussi d'un renforcement de l'efficacité de ces prestations. La transition maintient sa dynamique de lutte contre les infractions économiques, comme en témoignent des avancées significatives telles que
l'adoption de la nouvelle Constitution qui prescrit une lutte implacable contre les infractions économiques, la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, la création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, l'élaboration et la vulgarisation du programme national d'éducation aux valeurs, la création d'un pôle national économique et financier, l'adoption du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale. Ces instruments renforcent significativement les dispositifs de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Monsieur le Président de l'OCLI, j'ai pris bonne note de vos préoccupations, notamment celles concernant la baisse notable des déclarations de biens au niveau de la Cour suprême. Je note également votre sollicitation relative à la constitution du siège de l'OCLI. Et cette demande s'inscrit pleinement dans la politique du gouvernement visant à offrir aux agents de l'État de bonnes conditions de travail pour mener à bien leur mission. Nous vous informons que dans le cadre de la visite d'amitié de travail, la délégation de la Fédération de Russie conduite par le vice-premier ministre Alexandre Novak a eu un cadre d'échange avec le premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Pour la circonstance, le général de division Abdoulaye Maïga avait à ses côtés 8 membres du gouvernement. Le chef du gouvernement a salué l'exemplarité et la profondeur des relations entre les deux pays. Selon lui, cette visite prouve la volonté des deux chefs d'État de tenir leur engagement. Au centre des débats, la coopération technique, agricole et économique entre les deux pays. La délégation russe est venue avec plusieurs offres dans le domaine de la défense, de l'électricité, de l'exploitation, des mines, de l'enseignement, des sciences et du numérique. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2024 a été lancé hier par l'UNFPA Mali. Ce rapport est intitulé « Destin entremêlé, lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs ». Le document fait ressortir des progrès importants enregistrés en matière de bien-être de la population depuis la conférence du Caire en 1994 à travers l'accès à une santé reproductive épanouie. Il ressort également que les femmes sont moins concernées par ces progrès. Nouhoum Sissoko. Le rapport sur l'état de la population mondiale est une publication annuelle des Fonds des Nations Unies pour la population qui met en exergue les questions de population d'envergure mondiale. Celui de 2024 intitulé « Destin entremêlé, lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs, mesure le chemin parcouru et les efforts à poursuivre pour l'atteinte des objectifs ». Mohamed Lemine Mohamed Beiba, représentant résident de l'UNFPA au Mali. Que depuis la conférence du Caire, en 1994, il y a eu des progrès importants dans la plupart des pays concernant le bien-être des populations, à travers l'accès à une santé reproductive épanouie, des opportunités et des choix en matière de planification familiale, de grossesse et de naissance sûres, et des mécanismes de prévention et de protection des violences contre les femmes et les filles. Toutefois, le rapport souligne que dans la plupart des régions du monde, les femmes les plus marginalisées sont malheureusement les moins concernées par ces progrès. Kassim Diagne, coordinateur et résident par intérim du système des Nations Unies au Mali. Ce rapport s'inscrit en droite ligne avec les priorités définies par le secrétaire général des Nations Unies dans le cadre de la vision 2030 des Nations Unies vers l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. L'inclusion et la lutte contre les inégalités est au cœur de ces accélérateurs. Les autorités du Mali poursuivent les efforts dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population, en attestent les résultats des enquêtes démographiques et de santé réalisées selon le ministre chargé des questions de population, Imran Abdoulaye Touré. Le taux des besoins non satisfaits en planification familiale est passé de 28% en 1996 à 30% en 2001, puis à 24% en 2018. Le taux d'utilisation des méthodes contraceptives modernes est passé de 5% en 1996 à 16% en 2018. La demande satisfaite en méthode de planification familiale est passée de 13% en 1996 à 40% en 2018.
beaucoup d'efforts restent encore à combler en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Le rapport sur l'état de la population mondiale se veut aussi un outil de dialogue politique, de mobilisation de ressources et un instrument de sensibilisation et de plaidoyer pour les décideurs, les partenaires au développement, la société civile, le secteur privé et les médias. Les membres du comité de suivi de l'arrêté interministériel sur la santé carcérale se sont réunis hier pour la 4e fois depuis sa mise en place. La réunion visait à faire le suivi de la mise en œuvre du dit arrêté interministériel fixant les modalités de prise en charge de la population pénitentiaire dans le cadre du service public hospitalier. Reportage Daouda Koni. La tenue de la 4e session du comité de suivi de la mise en œuvre de l'arrêté interministériel sur la santé carcérale traduit tout l'intérêt des autorités pour cette couche. Le comité bénéficie de l'appui technique de l'équipe de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Mali. Christophe Sutter, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Mali. En vertu d'un accord signé en 2013 avec le gouvernement de la République du Mali, le CICR a commencé à visiter des personnes privées de liberté dans des lieux de détention au Mali pour s'assurer que les conditions de détention et de traitement de détenus soient conformes aux lois maliennes et à des standards internationaux. Sur la base de ces observations, de son travail, le CICR partage exclusivement au bilatéral avec le gouvernement des recommandations afin de trouver ensemble des solutions pour améliorer les conditions générales de détention et de traitement de détenus. Au cours de cette session, il s'agira pour les membres d'échanger sur les acquis, les obstacles, les défis et contraintes identifiés. Ils dégageront aussi des pistes de solutions qui feront l'objet d'une attention et d'un examen de la part des autorités. Dr Boubacar Sidiki Diarra H, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Les droits de l'homme, parmi lesquels le droit à la santé, ne sont, comme toujours rappelés, non seulement pas méritoires, mais qu'ils découlent du statut même d'appartenance à l'espèce humaine. La personne détenue ou privée de liberté, elle a droit à l'accès aux soins de santé équivalent à ceux de la population en général. Cette rencontre participe d'une synergie d'action pour l'amélioration continue et efficace du service de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Les règles minimales des Nations Unies sur le traitement des détenus, appelées également règles Nelson Mandela, dans son article 24 stipule que l'État a la responsabilité d'assurer des soins de santé aux détenus. Les mêmes règles à caractère universel, dans son article 25, ajoutent que chaque prison doit disposer d'un service médical chargé d'évaluer et d'améliorer la santé physique et mentale des détenus. Le même article souligne que le service doit être doté d'un personnel interdisciplinaire qualifié. Ouverture hier de la réunion de suivi de la mise en œuvre du plan d'action annuel 2024 de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité. Il s'agit pour les membres du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité de faire le bilan des activités réalisées au cours du premier semestre 2024. Cette réunion se tient dans un contexte marqué par le retrait du gouvernement du Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Mamadou Fani. La réforme du secteur de la sécurité évaluée par les points focaux des départements ministériels en charge de la réforme. Cette réunion est donc l'occasion pour le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité de faire le point de la mise en œuvre du plan d'action des réformes au premier semestre 2024. Général de division Abdoulaye Koulibaly, commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. L'année 2024 est une année charnière pour le processus RSS, car c'est aussi la dernière année triennale 2022-2024 de mise en œuvre du plan d'action qui doit voir réaliser les actions majeures concourant à améliorer la situation sécuritaire, gage de promotion de sécurité humaine. Il devient donc opportun pour les membres du commissariat de produire des données chiffrées et complètes avant l'évaluation finale prévue en mi-décembre. Le commissariat à la RSS, avec le concours des départements ministériels clés, veillera à la réalisation des objectifs pertinents assignés à la réforme du secteur de la sécurité, à savoir la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité, le renforcement des capacités de l'État à répondre aux attentes des populations en matière de défense, de sécurité et de justice. La restauration de la confiance entre les
les institutions de défense, de sécurité, de justice et la population. La présente réunion qui se tient avec l'appui du PNUD permettra de mesurer le parcours accompli dans le plan triennal des réformes proposées. Les forces de défense et de sécurité du Mali vont être renforcées par de nouveaux éléments qui viennent de finir leur formation au centre d'instruction et d'aguerrissement de Toubanisso. Il s'agit des élèves gardes du contingent 2021, 1354 soldats dont 151 personnels féminins. La cérémonie de sortie de promotion s'est déroulée sur la place d'armes de la garde nationale du Mali. Les détails avec Aridou Matina. Au total, 1354 gardes, dont 151 personnels féminins, vont grossir les rangs des éléments des forces de défense et de sécurité, notamment la garde nationale du Mali. Les élèves gardes qui sont de la deuxième vague du contingent 2021, après la formation commune de base, viennent de boucler la seconde étape de leur apprentissage, à savoir la formation professionnelle. Durant quelques mois, ils ont appris au centre d'instruction et d'agressement de Toubanisso plusieurs aspects leur permettant de faire face aux obstacles qui se dresseront devant eux dans l'exercice de leur mission régalienne. Lieutenant-colonel Ibrahim Kaou Traoré, commandant des organismes de formation et d'entraînement de la garde nationale du Mali. Chers élèves gardes, vous avez choisi d'embrasser le métier des armes à travers la garde nationale du Mali. Il faudra donner le meilleur de vous-même en toute occasion. Lors de cette cérémonie de sortie, les 3 premiers stagiaires qui se sont distingués au terme de cette formation professionnelle ont été les élèves gardes Suleiman Koulibaly, Maïmouna Diarra et Idrissa Sissé, premier de la formation avec une moyenne de 16,33. Général de brigade Fomke Kamara, chef d'état-major de la garde nationale du Mali. Partout et toujours, je suis infamant. Ma mission est de protéger les civils et détruire les ennemis de mon pays, le Mali. Pour cela, je suis venu pour me former et m'entraîner selon l'esprit. Le garde meurt, mais ne se rend jamais. Je prie Dieu pour me rendre la formation très difficile, mais qu'il me donne la force de supporter et de la réussir afin de servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. N'oubliez pas, à n'importe quel endroit où vous vous trouverez, le peuple malien, à travers les plus hautes autorités militaires, attend et exige de vous le dévouement, le patriotisme, la bravoure et la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Des exercices de démonstration, des techniques de maîtrise de l'adversaire, ensuite l'inauguration de la nouvelle cantine de la garde nationale du Mali et un défilé militaire des différentes sections déployées pour la cérémonie ont été les autres temps forts de cet événement. Les nouvelles à l'international, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, dans son tout premier entretien avec un média français, a évoqué le massacre de Tcharoy, l'un des crimes coloniaux de l'armée française longtemps passé sous silence. Le président Faye a également situé les bases des relations qu'il entend tisser avec la France. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est attendu aujourd'hui en Éthiopie. Il échangera avec son homologue éthiopien, Gédéon Timotheos. Cette visite s'annonce tendue étant donné que la relation entre Paris et Addis Abeba n'est pas au beau fixe. Les autorités tchadiennes rompent les accords de défense avec la France. Cette annonce survient après la visite du ministre des Affaires étrangères français hier. Selon le ministre des Affaires étrangères tchadien, Abderrahmane Koulamala, cette décision était mûrement réfléchie. M. Koulamala n'a pas précisé qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou prise en concertation avec les autorités françaises. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, est arrivé ce matin en Corée du Nord. Aujourd'hui, les liens amicaux entre la Russie et la Corée du Nord se renforcent activement tout azimuts, y compris dans le domaine de la coopération militaire, a déclaré Andrei lors d'une rencontre avec son homologue nord-coréen No Kwang-chol. Mali Actualité, il est 13h passées de 18 minutes. Sport, athlétisme, la vice-championne olympique du 100 mètres air, Sirena Maïla et Gabriel Tual ont été élus athlètes de l'année hier jeudi. Football, à l'approche du deuxième tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025, la Tunisie a renoncé à sa participation. Sur le plan national, la deuxième journée du championnat national professionnel donne son coup d'envoi demain avec 2 matchs au programme. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou.
On commence par le football sur le plan national. La deuxième journée du championnat national professionnel donne son coup d'envoi demain avec 2 matchs au programme. Au stade de Mamadou Konaté, à partir de 16h, les 11 Qatar Nyarala joueront contre l'AS Police et juste après, l'ISFAS Antigoudra avec Afé. Le programme se poursuit dimanche avec au stade Salif Keita de Mongo de Kati, la rencontre US Bougoua Asko. Entre-temps, au stade de Mamadou Konaté, l'US Bougouni s'allote de l'AS Bagarijan et cette rencontre sera suivie du FC Diara Binga FC. Début de la rencontre 16h. Les premières rencontres de dimanche à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. La rencontre étoile du Mandé Djoliba se jouera mardi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. La rencontre devait opposer le Samané de Bamako et SL de Bamako est reportée à une date ultérieure. Sur la scène africaine, à l'approche du deuxième tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025, la Tunisie a renoncé à sa participation. La Tunisie ne participera pas donc aux prochaines qualifications pour le CHAN 2025 prévues du 1er au 28 février. Lors d'une réunion avec la Fédération tunisienne de football hier, les clubs de ligue professionnelle ont rejeté la proposition de participation. C'est la troisième équipe à renoncer. L'Algérie a été la première à désister pour se concentrer sur les jeunes catégories, suivi du Gabon ayant avancé pour motif l'impréparation des joueurs alors que le championnat national était à l'arrêt depuis plusieurs mois. Conséquence directe, le nombre d'équipes en lice pour le deuxième tour préliminaire du 20 au 22 et du 22 au 27 décembre 2024 est réduit à 2 dans la zone nord-africaine, UNAF, et par ricochet à 17 à l'échelle globale des éliminatoires. A noter qu'il s'agit d'un classique pour la Tunisie qui avait déclaré forfait lors des précédentes campagnes en 2018 et en 2020. Lors de l'avant-dernière édition, les Aigles Carthage locaux avaient été suspendus. Avec leur dernier renoncement, c'est la 4e fois consécutive qu'ils manqueront à l'appel. Athlétisme pour terminer. La vice-championne olympique du 100 mètres haies, Sirena Sambaneila, et le 6e meilleur performeur mondial de tous les temps sur 800 mètres, Gabriel Tual, ont été élus athlètes de l'année hier jeudi. C'était une évidence et Sirena Sambaneila a été élue athlète de l'année dans la catégorie féminine. En 2024, la hurdleuse a été sacrée championne d'Europe à Rome en 12 secondes 31, explosant le record de France, remporté l'argent au 60 mètres haies au championnat du monde à Glasgow et bien sûr glané la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris sur les 100 mètres haies à 1 centième de l'or. Sambaneila devance dans les votes Louise Marval, vice-championne d'Europe, puis finaliste à Paris sur 400 mètres haies, et la spécialiste du 3000 mètres steeple Alice Finot, sacrée à Rome, puis 4e aux Jeux Olympiques avec un record d'Europe. Chez les hommes, l'honneur est revenu à Gabriel Tual, devenu cette année le 6e meilleur performeur mondial de tous les temps en 1 minute 41 secondes 61 centièmes. Nouveau record de France. Champion d'Europe à Rome et 6e à Paris, Tual a été élu avec près de 30% des suffrages, loin devant Jimmy Cressy, auteur d'une saison pleine avec un record d'Europe du 10 km et des records nationaux sur 5000 mètres et 10 000 mètres. La 3e place revient à la révélation de l'année et Clément Ducou, 4e sur 400 mètres haies aux Jeux Olympiques et 3e meilleur performeur français de l'histoire. Dans la catégorie espoir, le sprinter Jeff Urus et la spécialiste du 400 mètres haies Meta Toumba ont été sacrés et le relais 4x100 féminin l'a remporté pour le collectif de l'année. 194 000 votes ont été enregistrés, c'est un record. Chronique du développement. La problématique de l'agriculture biologique au Mali, c'est le sujet de la chronique du développement du jour. L'utilisation abusive des produits chimiques dans l'agriculture peut impacter négativement la santé humaine et animale. C'est pourquoi l'ONG dénommée Association malienne pour la solidarité et le développement AMSD s'est assignée comme mission de promouvoir l'agroécologie et l'agriculture biologique auprès des producteurs agricoles. Suivons en rediffusion ce numéro de la chronique du développement avec Soumaïla Berti et Marc Dambeli. Face aux impacts négatifs de l'utilisation des produits chimiques dans le domaine agricole, des initiatives se multiplient pour promouvoir des méthodes alternatives telles que l'agroécologie et l'agriculture biologique. C'est le cas de l'ONG AMSD, l'Association malienne pour la solidarité et le développement, elle qui mène ce combat depuis 2009 auprès des producteurs agricoles. Amidou Diawara en est le président. Sur le terrain, 80% de nos activités concernent aujourd'hui la transition agroécologique, notamment accompagner les producteurs en agriculture biologique et aussi la certification des produits biologiques avec les labels de certification SPG bio local. C'est un outil
qui permet aux producteurs de certifier leurs produits et de faire reconnaître ces produits-là une fois sur le marché, la reconnaissance de leur production biologique et le respect des principes de production agroécologique et biologique qui reposent sur un cahier de charges qui implique tous les acteurs qui évoluent dans l'agriculture biologique et qui est accepté aussi par les consommateurs et qui fait référence aussi au cahier de charges de l'UFOM, l'Organisation internationale des mouvements d'agriculture biologique basée à Bonn, mais aussi qui respecte aussi le codex alimentariste et qui refuse les produits chimiques, les engrais chimiques, parce que qui ont des conséquences avérées sur la santé. Dans cette lutte contre les produits chimiques dans l'agriculture, l'ONG AMSD n'est pas seule. Elle évolue avec des partenaires nationaux et étrangers et intervient dans 4 régions et les districts de Bamako. C'est dans le cadre de ces activités qu'environ 850 producteurs biologiques ont été certifiés à travers un processus de formation et d'encadrement. Nous sommes engagés avec une équipe des ingénieurs agronomes, des animateurs qui vont sur ce terrain et qui évaluent les pratiques agroécologiques et biologiques de ces producteurs et on les fait inscrire sur une liste selon les principes de production biologique et qui répond aux critères des cahiers des charges. Et après ces inscriptions, ils s'engagent désormais à ne plus utiliser les produits chimiques, les engrais chimiques et en récompense, nous leur donnons aussi des formations, un accompagnement, un suivi régulier et appui conseil. Donc ce qui fait que ces producteurs pourront être formés et vont acquérir des connaissances, notamment sur la préparation des biopesticides, la préparation des composts enrichis. Ce sont vraiment des principes sur plusieurs domaines. À peu près 15 domaines sont définis dans ces cahiers de charges et dont les producteurs s'engagent à respecter. Donc c'est un processus interactif qui permet de sauvegarder d'abord la santé du producteur et aussi de créer des conditions idoines pour que chacun puisse désormais se nourrir sans avoir à prendre des risques. Malgré les difficultés du terrain pour convaincre les producteurs à opter pour une agriculture biologique, le responsable de l'ONG AMSD estime que le chemin est balisé. Amidou Diawara. Nous avons aujourd'hui un acquis parce que nous avons un réseau d'acteurs qui s'étend jusqu'à 5000 acteurs cartographiés aujourd'hui en tant que producteurs agroécologiques et aussi plus de 800 et quelques producteurs en agriculture biologique et 300 et quelques en reconversion. Et nous avons un marché biologique aujourd'hui existant qui accueille les produits de l'ensemble de ces producteurs. Nous avons aussi un réseau de consommateurs composé d'élites, d'agents de collectivités, de services techniques et de consommateurs simples avec qui nous collaborons pour pérenniser un système alimentaire qui va profiter à tous. C'est ça le défi aujourd'hui parce que nous n'avons pas le choix. Est-ce qu'il faut continuer avec la quantité en détruisant les arbres avec des semences OGM ou il faut développer des alternatives qui pourront donner une garantie à long terme et renforcer les capacités de production de nos producteurs. C'est ça le débat aujourd'hui. Devant ce dilemme qui consiste à produire en qualité sans produits chimiques ou en quantité avec ses conséquences sanitaires et environnementales, à l'ONG AMSD, on est formel. L'agroécologie et l'agriculture biologique restent la seule voie pour nourrir sainement la population d'un pays. C'est donc la fin de cette édition présentée par Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Ousmane Daou. La mise en œuvre est assurée par Abse Traoré à la mise en ligne Amadisso. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berti. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambili. Bonne suite du programme.